bonjour à tous. Je vois que vous êtes nombreux à nous suivre. On est une trentaine de personnes. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour le Forum des fournisseurs des circuits courts, première édition, donc financé par la région Normandie et en partenariat avec la Chambre, les CIVAM et Bio-Normandie. Donc, on est sur la dernière conférence de la journée, distributeur automatique, réussir son investissement. Et ensuite, on finira avec la clôture des conférences avec la présence de deux élus. Donc, merci à tous d'être là. Alors, rapidement, donc moi, c'est Mathilde Rosette. Je suis conseillère circuit court à la Chambre d'agriculture pour le département du Calvados. On a décidé de mettre en place cette conférence sur les distributeurs automatiques. Nous, on avait eu pas mal de demandes de la part de producteurs qui voulaient se lancer là-dedans. On avait aussi des entreprises qui venaient nous voir pour vendre les distributeurs. Donc, on trouvait ça intéressant de faire un petit point avec vous sur les avantages, les inconvénients, la mise en place. Et on a la chance d'avoir le témoignage d'une agricultrice aussi. Alors, je vous laisse vous présenter rapidement. Hop, et je vais commencer par partager mon écran. Alors, Monsieur Pygmalion, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour, Patrick Pygmalion, société ADS, fabricant de distributeurs automatiques. Donc, on est fabricant français et nos ateliers se trouvent en Lorraine, dans le 54 et le 88. Très bien, merci Monsieur Pygmalion. Ensuite, Marie Rabessène, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, on ne vous entend pas, Marie. Allô, allô? Marie, est-ce que vous êtes là? Alors, en attendant que Marie règle ses problèmes de micro, est-ce que Sophie, vous pouvez vous présenter? Ça y est, pardon. Bonjour. Ça y est, c'est bon. Sophie Douane, donc maraîchère à Sainteau, donc entre Caen et Falaise. Et donc, j'ai installé fin d'année 2020 un distributeur automatique sur l'exploitation. Merci. Donc, Marie, à vous maintenant. Pardon, désolée pour ce petit problème de micro. Donc moi, je suis Marie Rabézen. Bonjour à tous. Je suis donc directrice du développement chez Mimosa, qui est une plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l'agriculture et l'alimentation. Très bien. Alors maintenant, donc on a les trois fournisseurs qui se sont présentés, les trois intervenants. On va pouvoir commencer avec une petite présentation donc de notre fournisseur et fabricant de distributeurs automatiques avec Monsieur Pygmalion. Oui, alors donc on est fabricant de distributeurs automatiques à casier, c'est-à-dire qu'on a un modèle qui permet de faire des casiers secs et un modèle qui permet de faire des casiers réfrigérés à partir de 1 degré, soit pour faire de la viande, soit pour faire de la volaille, des œufs, des légumes, tout ce qui est ostréiculture, mytiliculture. Donc, on a une gamme assez importante qui permet de pouvoir faire différentes parties. Voilà. Et alors, du coup, comment on choisit? Alors, attends, il y a quelques photos. Donc, Ouais. donc ça, c'est l'exemple de vos distributeurs. Donc, là, par exemple, des exemples. La photo qui se trouve à gauche, c'est pour un ostréiculteur au Sable d'Olonne. La photo à droite, c'est un traiteur qui se trouve en Alsace qui permet de vendre directement ses produits en direct, des hamburgers, des petits wraps, différentes choses. Là, vous avez toute la partie de Madame Sophie Douane, donc l'installation qu'on lui a faite au mois d'octobre. Du coup, on voit différents modèles. Comment est-ce qu'on choisit la taille de son distributeur? On peut à chaque fois payer en liquide ou en carte bleue, c'est bien ça? C'est ça, oui, il y a plusieurs différentes possibilités. Il y a possibilité de payer avec un monnayeur, avec un lecteur de billets. Il y a possibilité de payer avec une carte bleue, avec contact, sans contact, avec l'application de téléphone. Au niveau des dimensions des portes, il y a plusieurs possibilités. Il y a 3 largeurs et par largeur, on peut aller de 2 portes à 8 portes, suivant différentes hauteurs, qui permet par rapport au produit que le client veut vendre, on essaye de trouver la bonne cohésion, que ça puisse être assez distrayant. Et le nombre de casiers est fixe pour chaque distributeur?
Non, Ou alors on c'est à la on demande peut du client? commencer à 20 casiers, comme on peut aller pour une borne, on peut aller jusqu'à 240 portes. Que ça soit du froid ou du sec, on peut faire un mixte entre le froid et le sec pour la même borne de commande. Il faut juste D'accord. penser que dès qu'on arrive à une importante quantité de portes, après, il faut peut-être rajouter une deuxième borne de commande pour pas que les gens attendent trop longtemps au niveau pour acheter. Et alors, où est-ce qu'on met un distributeur automatique? Alors, on en met dans une grosse partie, on les met devant les fermes. Ça a été une demande. Et après, il faut pas être plus loin de 10 km par rapport à l'endroit où vous allez remettre les produits dedans, parce qu'après, vous allez passer un temps fou dans les transports. Donc, un rayon, il faut que le distributeur soit dans un rayon entre 10 et 15 km, qui est très bien. D'accord, ok. Alors, ça peut être aussi bien sur un terrain privé comme sur un terrain public. Donc, à partir D'accord, de ouais, là, si c'est sur un terrain public, il faut faire une demande soit à la mairie, soit au département pour avoir toutes les autorisations de pouvoir poser un distributeur. d'accord. Et en plus de ces règles-là, bien sûr, il faut qu'il y ait des places pour se stationner et que ce soit facile d'accès et visible pour vos futurs clients. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Pygmalion. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur les distributeurs? Pour Ou l'instant, on peut passer… non. D'accord, merci beaucoup. Donc voilà, retenir des distributeurs qui peuvent être en frais, en réfrigéré, payables en différentes conditions et de taille qui s'adaptent à la demande et aux besoins de chacun. C'est ça. Alors maintenant, on peut en voir aussi d'autres. Donc on peut aussi avoir des des Donc distributeurs. ça, c'est un distributeur à glace. Donc ça, c'est directement pour faire de la glace artisanale. Donc ça peut être aussi en froid négatif. Voilà, c'est en froid négatif à moins 23. Là, par exemple, là, c'est une application un peu spécifique. Le client nous a demandé de la poser à la place d'une porte-fenêtre. Et donc, il nous a demandé de faire un remplissage par l'arrière. Donc, on lui a fabriqué vraiment un distributeur spécifique pour lui. Ce qui est notre force à nous, c'est qu'on s'adapte par rapport à la demande du client. Là, c'est d'autres petits distributeurs qui s'appellent le Multimarket, qui sont très bien pour vendre des œufs, pour vendre du fromage, pour vendre des petits produits. Et là, on a déjà des marchés avec des traiteurs qui sont très intéressés par ce genre de machine. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Pygmalion. Alors, on va pouvoir passer à la présentation de Mimosa. Donc, Marie, si vous voulez bien commencer, présenter la structure et pourquoi est-ce que c'est pertinent d'être là à cette conférence sur les distributeurs. Oui, merci. Alors effectivement, Mimosa, comme je le disais, c'est une plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l'agriculture et l'alimentation. Depuis notre création, donc en 2015, on a permis à près de 3800 projets de voir le jour, ce qui représente environ 40 millions d'euros aujourd'hui qui ont été financés par des milliers de citoyens. À travers la plateforme Mimosa, notre ambition, c'est vraiment de permettre à chacun, que ce soit des porteurs de projets, des citoyens ou des entreprises, de participer à la transition agricole. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter nos deux solutions de financement. On a deux solutions aujourd'hui sur Mimosa pour permettre à vos projets en fait de distributeurs automatiques de voir le jour et d'être financés. Et puis dans un second temps, je vous partagerai également quelques conseils pour réussir votre collecte. Alors, deux solutions aujourd'hui. On propose à la fois le don, des collectes en don, ou des collectes sous forme de prêts rémunérés. Si je démarre donc sur les collectes en don, vous allez aller faire appel aux dons pour des besoins de financement de 1 000 à 25 000 euros. La collecte en moyenne, elle est de 6 500 euros sur Mimosa. Et il faut compter un bon mois pour une collecte avec un taux de succès de 85%. Et on considère que la collecte a été un succès à partir du moment où les fonds récoltés représentent 60% de l'objectif.
Donc, vous allez faire appel à du don en proposant en échange donc des contreparties, que ce soit des préventes ou alors des produits fermiers, des paniers de légumes ou de fruits, ou alors des expériences. Ça fonctionne très bien, typiquement des visites à la ferme ou des journées en immersion à la ferme. Ça, c'est pour le don. Les collectes en prêt, c'est à partir de 15 000 euros. Quand vous avez un besoin de financement supérieur à 15 000 euros, on peut envisager de faire une collecte sous forme de prêt rémunéré sur la plateforme Mimosa. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est un crédit sans caution personnelle, sans garantie. On ne demande aucune garantie aux porteurs de projet, sous forme de prêt rémunéré. Donc, les prêteurs sont des citoyens, des particuliers qui vous prêtent directement de l'argent et qui récupèrent leur mise plus un intérêt chaque annuel entre 2 et 6% selon donc la durée du prêt et le profil de risque de l'emprunteur. Donc, du coup, Marie, excuse-moi, ça veut dire que ces solutions, elles sont complémentaires à un autre financement? C'est bien ça? Complètement. Effectivement, nous, on intervient dans 8 cas sur 10, on intervient aux côtés d'autres financeurs, que ce soit des prêts à taux zéro, des subventions, que ce soit du financement bancaire. C'est très large. On intervient en complément. Et les mêmes solutions, d'ailleurs, sur Mimosa, on peut imaginer faire les deux. C'est et ou. Ça peut être une collecte en don plus une collecte en prêt, ou l'un ou l'autre. Voilà. Donc, dans les deux cas, en fait, vous obtenez un financement qui est assez simple, qui est rapide et surtout qui est inclusif. J'entends par là qui va vous apporter de la visibilité auprès des citoyens et des retombées commerciales. On a fait un petit rapport d'impact l'été dernier auprès de 5000 porteurs de projets et contributeurs et on a 57% des porteurs de projets qui ont déclaré avoir eu accès à de nouvelles opportunités professionnelles et des retombées commerciales suite à leur collecte. Donc ça, c'est intéressant. Voilà pour les deux solutions, collecte en don, collecte en prêt. On peut cumuler les deux. Quelques conseils pour la réussite d'une collecte. Alors, si vous vous lancez dans une collecte en don, la première chose peut-être à retenir, c'est que vaut mieux une collecte qui soit courte et intense qu'une collecte trop longue et sans rythme. Ça nécessite pour le porteur de projet d'être motivé et d'y consacrer un peu de temps en amont pour préparer et pendant la collecte pour l'animer. Donc pour se préparer, nous généralement on dit que un mois avant le démarrage de la collecte, il faut en parler à son entourage, il faut faire un petit peu de teasing, préparer les mails, plus les autres communications, préparer même pour la fin de la collecte le mail type de remerciement. Et pendant la collecte, il faut la faire vivre, il faut viser large, il faut mobiliser tous ces réseaux de façon personnalisée, parce qu'on sait qu'une communication, elle est quand même plus pertinente et elle touche quand elle est personnalisée. On s'adresse pas de la même manière à ses amis qu'à ses partenaires ou à ses clients ou fournisseurs. Et puis, il faut relayer la collecte par mail, par SMS, sur des groupes Facebook, auprès de ses amis, de ses connaissances. Il faut inciter au partage et puis relancer. C'est important pendant la collecte donc de la faire vivre et pour ça de partager des nouvelles de l'avancement en disant ça y est, on a atteint le premier palier, on a atteint tant de milliers d'euros, etc. Donc ça permet d'animer la collecte. Il faut penser à son cercle premier. Donc c'est-à-dire ses amis, ses connaissances, mais aussi à des relais en local. Par exemple, activer la presse locale ou mettre la mise en commun de réseaux avec d'autres producteurs aux alentours pour faire connaître le projet en local. Et puis, d'accord. Voilà. Peut-être dernier conseil au niveau des collectes en dons, c'est les paliers. C'est-à-dire que là, il faut faire confiance aux équipes Mimosa pour vous aider à calibrer parfaitement votre objectif financier. Il ne faut pas hésiter à diviser la collecte par palier et pas viser de grosses sommes dès le départ. Voilà, je ne sais pas si j'ai un besoin de 15 000 euros. En fait, je ne vais pas aller viser 15 000 euros d'un coup.
je vais peut-être me fixer des objectifs par étape pour être sûr de les atteindre et au moins de récolter les premiers fonds. D'accord. Merci beaucoup, Marie. Donc, on comprend bien que une collecte, même si c'est du don, c'est pas de l'argent entre guillemets qui tombe du ciel. Il va bien falloir que le porteur de projet s'implique pour faire vivre la collecte et que ce soit un succès. Pour ça, il y a plein d'outils dont vous nous avez parlé, et il y a aussi l'équipe de Mimosa qui peut nous aider à que notre collecte devienne un succès. Donc, ça peut être un des moyens possibles pour financer un distributeur automatique. Merci beaucoup, Marie. Donc maintenant, on va arriver au témoignage de Sophie Douane, qui est une productrice, donc comme elle l'a dit, maraîchère, qui a installé un distributeur automatique sur sa ferme. Donc voilà, Sophie, c'est à toi. Eh ben oui, effectivement, j'ai franchi le cap de cette expérience de mettre un distributeur. Je l'ai longtemps étudié puisque c'est un projet qu'il faut mûrir en fonction de notre façon de vendre les produits. Et sachant que j'ai une particularité d'avoir des légumes de couleurs très variées, il a fallu que j'étudie et que je cerne au mieux comment j'allais vendre ces produits et adapter ma taille de distributeur et la taille des cases et comment je visualisais moi en tant que cliente cet achat de légumes à la ferme. Donc j'ai été très bien conseillée par Monsieur Pygmalion. Et j'avoue que aujourd'hui, je suis déjà après 6 mois d'extension, enfin 6 mois d'installation et de rodage, je suis déjà sur l'optique de l'agrandir puisque il est trop petit par rapport à ma gamme de produits. Et surtout, c'est que le distributeur est un outil qui permet, en tout cas qui me permet normalement d'être plus dans le champ qu'à la vente et de me dégager un temps de travail. Et pour l'instant, je suis un peu plus esclave de cette machine puisque victime du succès, je n'ai pas ces cases par variété de produits. Donc du coup, je suis obligée de le recharger 2 à 3 fois par jour. Donc voilà, c'est très bien. Donc du coup, voilà, l'important c'est vraiment d'étudier au mieux son projet et c'est vrai qu'entre la peur en tant qu'utilisatrice de dire c'est trop grand, c'est un investissement, c'est vrai que non, il n'y a plus du tout cette peur-là et je suis très rassurée par rapport au fait des retours de mes clients qui accueillent ce projet avec beaucoup de bonheur et ils m'offrent aussi beaucoup de remerciements quant à cet investissement sur cet aspect innovant de la vente. Et comme c'est sur site, il n'y a absolument pas cette perte de contact humaine dont je craignais fortement. Et au contraire, comme je suis toujours à le recharger, du coup, il y a beaucoup d'échanges et les clients entre eux échangent sur des recettes de cuisine, des produits. Et voilà, ils savent que derrière la porte de cette machine, il y a aussi une productrice et donc ils sont sans problème à m'appeler pour me dire bah oui, est-ce que je peux avoir un autre produit puisqu'il y en a plus ou voilà me signaler des problèmes de dysfonctionnement de mise en route puisque on apprend aussi nous en tant qu'utilisatrices à gérer des problèmes bancaires qu'on ne connaît pas, que les clients, quand ils payent en sans contact ou en mode physique de carte bleue, c'est pas les mêmes problèmes. Donc voilà, on découvre un autre métier, mais c'est vraiment très passionnant et vraiment, moi, je le trouve en complémentarité de la vente directe au chalet, puisque du coup, je l'utilise pour de la vente plutôt de recettes de légumes et par case. Voilà. C'est-à-dire les recettes de légumes. Et ben comme je travaille avec de nombreux restaurateurs, dans une case, vous avez les éléments pour constituer une recette. Donc un velouté de potimarron avec des carottes et des noix, du persil tubéreux et du céleri. Voilà, je n'étais pas trop partisante moi-même des paniers de légumes entiers puisque j'aimais bien voir les produits. En tant que cliente, j'ai vraiment mené mon projet en tant que cliente avant même d'être vendeuse. Et tout ce que j'aimais pas en tant que cliente, j'ai voulu ne pas les retrouver dans mon distributeur en tout cas. D'accord, ok. Donc on voit bien que c'est quand même quelque chose où il faut s'impliquer. Quels seraient du coup les avantages et les inconvénients pour toi du distributeur et quel a été l'impact sur voilà plutôt ça, quel a été l'impact sur ton activité de maraîchère et sur l'organisation de ton travail? Alors l'impact direct, ça a été une crédibilité de mes
clients, particuliers ou professionnels, qui, voilà, j'étais crédible avec un outil comme ça installé sur l'exploitation. Et puis, il y a eu aussi le fait de la période de Covid où nous avons vécu une perte conséquente avec les restaurateurs, nous. Et du coup, l'installation du distributeur est tombée au mois de, on va dire fin octobre. Donc, ça a permis de pallier et de récupérer une nouvelle clientèle qui était venue sur site au premier confinement Covid. Quand on a tous été immobilisés et que les gens ont couru de chez les locaux. Et au final, ils sont repartis dans leurs bonnes vieilles habitudes. Et le fait qu'il y ait cette liberté horaire, cette plage horaire du 7 sur 7, 24 sur 24, je suis très surprise que malgré le confinement du mois de novembre-décembre, j'ai des ventes à 3 heures du matin, à 7 heures du matin. D'accord. Merci pour ton retour, Sophie. Merci. Alors, on va pouvoir prendre les questions. Alors, j'arrête le partage de connexion pour voir parce que je crois que Florine a eu un petit souci. Hop. Alors, première question de Éric de Leclerc, peut-être plus pour du coup Monsieur Pygmalion. Est-ce qu'un distributeur peut être multiproducteur? Non. Qu'est-ce que Non, parce que au D'accord, niveau donc de la c'est-à-dire borne de paiement, si on part avec une carte bleue, la borne de paiement avec les systèmes carte bleue demande d'avoir qu'un compte bancaire. Après, il faut que ça soit le producteur qui gère la machine, qui fasse lui-même sa compta pour rétribuer s'ils sont à plusieurs. Mais sachant que tout ce qui est carte bleue, c'est obligatoirement qu'une personne. On ne peut pas dédier plusieurs comptes bancaires séparés. D'accord, ok. Merci pour cette réponse. C'est vrai qu'après, il y a des solutions. Donc, c'est pas un distributeur multiproducteur, mais il existe des endroits où il y a en un même endroit, il y a différents distributeurs pour plusieurs producteurs. Mais dans ce cas-là, chaque producteur est propriétaire de son Exactement, distributeur. avec chacun les moyens de paiement. Avez-vous déjà installé des distributeurs pour fleurs coupées? Alors oui, on en a fabriqué un très spécial pour une fleuriste du côté de Reims. Donc là, elle nous avait demandé d'avoir des pots qui soient mis dans les casiers et il fallait trouver la solution pour que les pots restent toujours sans que les gens, quand ils prennent le bouquet de fleurs, arrivent à prendre le pot. Donc, on arrivait à faire des casiers un peu spécifiques pour ça, où on a de l'eau et la fleuriste met ses casiers, mais directement ses fleurs. D'accord, très bien, merci. Florine, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vois le chat aussi pour reprendre des questions? Est-ce que tu peux nous faire remonter des questions? Je crois que j'ai pas eu le temps de tout lire. Alors, il y avait la question sur le chiffre d'affaires moyen d'un distributeur de légumes moyen par semaine. Est-ce que vous avez des idées de chiffres? Alors ça, tout dépend du nombre de cases, tout dépend du prix du produit, mais c'est sûr que ça peut aller du simple au double dans une semaine. Après, peut-être Sophie peut peut-être te donner un peu sa tendance, je sais pas. Côté chiffres, c'est hyper varié, on va dire, selon si ça a été le mois de novembre-décembre où là, il n'y avait eu aucune communication, donc c'était des balbutiements. C'est vrai que aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que ça correspond à l'équivalent. C'est encore très variable d'une semaine à l'autre, sachant si c'est les vacances, pas les vacances, s'il fait beau, s'il fait pas beau, les gens vont pas manger la même chose. Grosso modo, ça équivaut quand même à un marché que je pourrais faire en plus et du coup, ça mérite la fatigue d'un marché sur l'exploitation. Et en termes de temps, quel temps est-ce que ça te prend? Je crois qu'il y a une question qui dit, diriez-vous qu'il faut un temps plein pour s'occuper, remplir le distributeur? Ça dépend. Voilà, si moi j'intègre le temps où je lave les légumes, je les conditionne par recette avant, ou effectivement, là, moi, je suis déjà à la recherche de personnel pour pouvoir l'alimenter tout le week-end, puisque je suis déjà sur un marché.
et quand je rentre, il est déjà dévalisé, donc il y a un problème de retrouver un distributeur vide à 14 heures un samedi après-midi qui est juste impossible et inconcevable. Après, comme le disait Monsieur Pygmalion, il y a aussi le prix des cases. Moi, j'ai un concept de vendre par kilo de légumes. Donc, c'est vrai qu'avec des cases à 2,50 € ou 4 €, il faut qu'elles tournent régulièrement et du coup, il y aura un nombre de cases plus conséquent. À la différence de producteurs de légumes qui vont, eux, opter pour vendre un panier global à un prix qui va être peut-être 10, 20 €, je ne sais pas, ou une bourriche d'huîtres. Voilà, ça sera plus conséquent. Donc tout ça, ce sont vraiment des éléments à prendre en compte au niveau de la quantité, on va dire, du temps pour réassortir le distributeur. Moi, actuellement, je pense qu'on est déjà sur 3 bonnes heures par jour. Et sur les samedis, dimanches, on est sur du 6 heures de remplissage. D'accord, merci. Merci. Florine, est-ce qu'il y a d'autres questions J'avais dans une le question chat? sur les distributeurs. Fonctionnent-ils aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural? Alors, pardon, Madame Dier, bonjour, merci de nous avoir… Ah, bon, bah, elle est repartie. Pardon. Oui, il Donc, sur suffit le d'avoir milieu… le bon emplacement, le bon passage de flux, voiture ou de personnes. Et il faut avoir la possibilité de se garer, c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure. À partir de là, que ça soit dans les grandes villes ou dans les petites campagnes, il y a toujours possibilité d'avoir toujours la possibilité de vendre correctement. Très bien. Et pour D'accord, répondre à une merci. question aussi qui a été posée sur le chat, qui demandait où est située Sophie, donc la réponse est: je suis à la campagne, dans un petit hameau en bordure de la 4 voies Caen-Falaise. On avait également une question sur Mimosa. Est-ce que toutes les demandes de campagne sont-elles acceptées ou y a-t-il une modération? Alors, pour lancer son projet, effectivement, une collecte en dons, on va bien évidemment vérifier que déjà on est bien sur la bonne thématique, hein, on est dédié à l'alimentation, à l'agriculture. Et après, on va calibrer le montant, le besoin de financement et la capacité du porteur de projet à mobiliser son réseau, à s'investir sur une collecte en dons. Donc ça peut aussi être un frein parfois pour des porteurs de projets. Mais voilà, on accompagne bien volontiers tous les projets. Peut-être encore deux dernières questions très brièvement sur les distributeurs automatiques. Une question sur la vente en distributeur automatique, est-elle considérée comme de la vente directe ou non? Et dans cette question, il y a également la question sur les œufs. Est-ce que dans ce cas-là, les œufs doivent être centre d'emballage, comme on a vu précédemment dans la conférence précédente? Monsieur Pygmalion, est-ce que vous avez la réponse? Bah non, j'ai déjà vendu, donc je vends des distributeurs pour des œufs. A priori, donc là, on m'a pas demandé plus de choses, donc je ne sais pas exactement. Alors, je me permets du coup de compléter. Effectivement, dans les textes, les distributeurs automatiques sont bien considérés comme de la vente directe, parce que c'est le producteur qui met en vente et c'est lui qui fait la vente. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, pour les œufs, pas besoin d'avoir de centre d'emballage d'œufs agréé, à part bien sûr si vous avez plus de 250 poules. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Florine? On a répondu à toutes les questions. Alors, je vois qu'il y en a une qui vient d'arriver. Est-ce qu'il y a parfois des refus des services urbanisme pour l'implantation des distributeurs? Alors ça dépend d'où est l'implantation. Je sais que là, on a implanté un distributeur pour un traiteur en Alsace. Il était dans un rond-point, ça appartenait à 3 communes, donc il a fallu avoir l'accord des 3 communes. Ça a duré 8 mois avant de pouvoir implanter le distributeur. Donc là, bien vérifier où on doit implanter le distributeur, si c'est sur une partie publique. D'accord, merci. Et alors, une question qui revient souvent, qui vient d'arriver aussi, en termes de tarifs. Alors, j'imagine qu'on peut faire peut-être une distinction sur ceux qui ont
du froid et ceux qui ne sont pas en Exactement. froid. Donc, Mais est-ce que on vous peut avez des dire qu'on notions? peut aller sur une plage on peut commencer à 10 000 euros, comme on peut aller jusqu'à des distributeurs. Là, j'ai un distributeur que j'ai implanté du côté de Lille où il y a 380 portes. On est à plus de 140 000 euros. Bien sûr. Et une dernière question sur le besoin d'électricité, notamment pour du froid positif. Alors, sur le froid positif, non, c'est une prise traditionnelle de pôle plus terre, 16 ampères, voilà, tout simplement. C'est une puissance de 1250 watts maximum. Je vois qu'il est 15h15 dépassé. Peut-être qu'on arrête dans les Ouais. questions et on continue Ouais, avec le alors merci beaucoup du coup à tous. Je vois que Sophie Douane avait répondu par écrit à une question. Donc oui, pour vous, Madame Douane, le distributeur automatique est complémentaire à de la vente directe qui est déjà fait sur la Oui. structure. C'est bien un moyen complémentaire et il n'est pas tout seul sur la ferme. Tout à fait. Voilà. Alors, je vois encore quelques questions. On va devoir arrêter vu que l'heure tourne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser votre question. Je vois qu'il y a encore des questions pour Monsieur Pygmalion. On va pas avoir le temps de les prendre. Il y a un chat, donc vous pouvez bien sûr lui poser vos questions ou prendre rendez-vous avec lui encore. Le forum est ouvert jusqu'à 16h30. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On est autour de 48 personnes. Et donc, alors je vois que les dernières personnes nous ont rejoints. Donc, merci aux intervenants, à Mimosa, à ADS Drive et à Sophie Douane pour leur témoignage et leur intervention et leurs précieux conseils. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Marie L'Enfant, qui est élu des chambres d'agriculture, pour clôturer les conférences de cette journée. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Donc, j'ai suivi avec intérêt une partie donc, des interventions, notamment cet après-midi. Moi, je suis très content que je retrouve aujourd'hui pour ce forum des circuits courts. C'est important que l'ensemble des forces vives qui accompagnent les projets de l'agriculture aient pu se retrouver pour apporter, accompagner donc des informations aujourd'hui aux agriculteurs et générer peut-être aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ce qui est vraiment important dans la diversification, c'est que ça permet sur nos fermes une segmentation, ça permet l'installation de jeunes, ça permet aussi des projets de reconversion. Et je crois que en fait, quand on est en mode projet, on est forcément dans un mode positif et vers, je dirais, à moitié plein. Et moi, c'est ce que j'aime bien, je dirais, dans le circuit court. Bien entendu, ces projets, nous les accompagnons avec nos différents organismes, Bio-Normandie, CIVAM, Chambre d'agriculture, mais je vois donc Clotilde Eudier qui est aussi en vignette, c'est que la région, effectivement, nous accompagne tous à la fois pour la promotion de notre Normandie, la promotion des produits, mais aussi et surtout dans l'accompagnement des projets de diversification. Et ça, c'est vraiment une aide très, très utile. Alors, ça prend parfois effectivement un petit peu de temps. Il faut que le projet aussi soit validé et ensuite, il peut être porté. Mais au moins, c'est un coup de pouce et pour mettre le pied à l'étrier à un certain nombre d'entre nous qui voulons démarrer ou améliorer, je dirais, notre transformation à la ferme. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour ce petit mot sur les circuits courts. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Sylvie Tice du réseau des CIVAM normands. Et alors, je crois que c'est Madame Eudier, peut-être, qui a son micro d'allumé avec un bruit de fond. Je ne sais pas si… Peut-être, c'est peut-être moi, mais alors là, je ne sais pas du tout où l'éteindre. Normalement, vous passez vous passez votre main sur votre vignette et en haut à droite, il y a un petit micro que vous pouvez barrer. Alors, je vous laisse, Madame Claes des CIVAM, si vous voulez aussi conclure, et après on donnera la parole à Madame Eudier.
Alors, excusez-moi, je crois qu'on vous entend pas. C'est mieux, Alors, mon pareil, côté si vous coupé. passez votre... Parfait. Voilà. Oui, donc, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, je ne vais pas répéter cette première édition du Forum des circuits courts co-organisée par l'ensemble des partenaires était super intéressante. 150 à 200 participants, une cinquantaine par conférence, 16 fournisseurs, 6 conférences liées au circuit court. C'est quand même super. Là où je trouve que c'est une vraie réussite, c'est que l'organisation spécifique qui a été faite dans le cadre de la crise sanitaire est une vraie réussite pour qu'il y ait autant de participants. Très sincèrement, j'ai pas pu être là toute la journée et je suis allée en replay. Donc du coup, c'est aussi un côté super. Donc à la fois, on perd beaucoup de choses avec cette organisation, mais à la fois, ça a des avantages. Donc voilà, je trouve que dans la difficulté, on trouve des solutions. Donc ça c'est vraiment super. J'espère que tous les participants ont pu trouver des réponses à leurs questions et en tout cas que ça les fait avancer dans leur projet, toujours vers plus de circuits courts, plus de produits de qualité, plus d'approvisionnement dans nos cantines et nos circuits et nos structures de consommation hors domicile. Voilà. J'espère que c'est une première sur une longue lancée. Merci beaucoup à la région de pouvoir nous permettre de faire ce genre de forum. Et voilà, je vais pas aller plus loin. Franchement, c'est beaucoup de merci et une très grande réussite. Voilà, je pense que on va profiter que Clotilde soit là pour lui laisser la parole. Exactement. Merci beaucoup, Madame Claes, pour vos mots sur les circuits courts et votre retour sur la journée. Madame Médier, je vous laisse la parole au nom de la région Normandie, si vous êtes toujours avec nous. Allô, allô? Alors, je crois que Madame Médier est en reconnexion. Du coup, j'en profite pour voilà dire comme l'a dit Mme Claes, toutes les visios ont été enregistrées, elles sont disponibles en replay sur la page de l'événement et après seront intégrées à YouTube sur les pages des partenaires pour pouvoir être revisionnées si vous n'avez pas pu assister à toutes. Vous avez encore une grosse heure pour prendre rendez-vous et contacter les organisateurs et les fournisseurs qui sont présents, que ce soit via le chat ou via les rendez-vous. Alors effectivement, c'est le premier d'une, on espère, longue série, au moins une série sur 3 ans, grâce à un contrat qu'on a avec la région. On espère pouvoir vous retrouver fin de l'année 2021 en présentiel si cela est possible. Allez-y, Madame Edier. Vous m'entendez peut-être. J'ai des petits soucis de connexion, je suis en voiture. C'est alors, très c'est bien. pas évident de conclure quand on n'a pas été. Vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, vous m'entendez? On vous entend. Donc je disais, c'est pas facile de conclure quand on a participé qu'à l'ouverture et à la fermeture. Bon. Alors, Madame Medier est repartie. On va voir si elle se reconnecte. Donc voilà, comme je disais, c'était un forum qui avait été prévu initialement en novembre, qui a dû être reporté dû à la crise sanitaire. Nous prévoyons une autre édition, normalement fin 2021, si tout se passe bien en physique. On espère pouvoir échanger avec vous de vive voix à cette période-là. Merci à tous les fournisseurs qui ont été là. Merci aux différentes équipes qui ont travaillé sur le projet, que ce soit l'organisation, les conseillères et l'équipe communication aussi. On a vu que malgré tout, malgré ce que les gens pouvaient nous dire que des fois les agriculteurs n'étaient pas au fait des technologies pour suivre un forum comme celui-ci, vous nous avez démontré que c'était possible et que vous étiez intéressés et à même de vouloir faire évoluer vos systèmes, vos modes de commercialisation pour toujours répondre aux enjeux actuels. Ah, bon. Voilà, bon bah je pense que on va pouvoir. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose en attendant de voir, mais bon. Et bien dans ce cas-là, je vous souhaite une très bonne deuxième partie d'après-midi. Et puis merci encore à tous d'avoir été présents.
Et puis à bientôt, j'espère, en présentiel. Merci Mathilde pour l'organisation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hop, je vous laisse du coup quitter le live en bas à gauche pour que ça puisse se fermer.